There's the bell for sexoloites at concepta descendus spray. Time. Ring out the clothes, ring in the dew. God avari vert the showers and grant thy grace, amen. Will we spread them here now? Aye, we will. Flip, spread on your bank, and I'll spread mine on mine. Well, it's what I'm doing, spread. Minutes pour raconter la vie de James Joyce, je dirais qu'il ne s'est pas passé grand-chose, qu'il a rencontré Nora et qu'il est parti de Dublin et qu'il a vécu avec Nora et qu'il a continué à écrire sur Dublin d'abord et ensuite sur le langage, et que c'est le langage qui est devenu le thème de son œuvre. Et puis c'est devenu un vrai bon Parisien. Voilà, je conclurai comme ça. Vous voyez que je l'ai fait en moins de 3 minutes. Non, mais vous avez omis Trieste, omis Oui. Zurich, omis Rome, Oui, oui. omis Italo Svevo, Ah oui, et oui. certaines rencontres. Bien sûr. Mais le Joyce qui devient vraiment Joyce, tel qu'en lui-même l'éternité le change, c'est-à-dire après Ulysse, est un Joyce qui se renferme un petit peu sur lui-même à Paris et qui construit son œuvre majeure, Finnegan's Wake, à la suite. Et ce n'est plus tout à fait le Joyce qui s'amusait avec ses amis Budgeon à Zurich ou Svevo et d'autres, Franchini, Bruni, à Trieste. C'est quelqu'un qui est vraiment plongé dans le langage, qui ne sort plus beaucoup, qui a ses amis, et voilà, c'est ce Joyce-là que je vois. James Joyce, Dublin, 1882. Zurich, 1941. C'était un homme grand, un peu voûté, avec des cheveux grisonnants déjà quand moi je l'ai connu, n'est-ce pas? Extrêmement retiré. Il pouvait passer une demi-heure avec 3 ou 4 autres personnes sans dire un mot. C'était pas par le manque d'intérêt, il suivait chaque mot qu'on disait, mais je crois que que Joyce était peut-être, comme vous dites, vous avez une expression que j'aime beaucoup, un peu revenu de tout. Alors il ne voulait pas parler de politique, il en avait eu jusqu'à ici, à Dublin, comme enfant. Vous pensez la politique en Irlande à ce moment-là? Il avait tout lu. Et il connaissait évidemment parfaitement le français, parfaitement l'allemand, après 4 années à Zurich. Je me rappelle avoir vu, après sa mort, j'ai vu une lettre qu'il avait écrite à une jeune femme française, en réponse à une lettre qu'elle lui avait envoyée. Alors il lui a dit la chose suivante: Mademoiselle, j'envie les écrivains qui peuvent écrire dans votre langue, parce qu'ils s'adressent à des lecteurs déjà tellement intelligents, ça doit être un plaisir. Évidemment, ces lecteurs de Dublin, quand ils étaient intelligents, ils n'étaient pas d'accord avec lui, vous comprenez? Who said? Mother snores, they attached. Where now are all her children, say? In kingdom gone, or power to come, or glory be to them, Father? All alluvial, all alluvial. Some here, more no more again lost and a stranger. I've heard tell that same brooch of the Shannons was married into a family in Spain, and all the Dunders do done in Martland's Vineland beyond Brendan's herring pool takes number 9 in Yanksleaf hats. And one of Biddy's beads went bobbing till it rounded up lost histories with a marigold and a cobbler's candle in a side strain of a main drain of a man's nofery's off bachelor. En 1905, Joyce est à Trieste avec sa famille. Il a quitté l'Irlande. Et il commence à écrire un certain nombre de nouvelles, de petits textes.
qui formeront Jean de Dublin. Et soudain, lui vient à l'esprit une nouvelle qu'il appelle Ulysse, et qui est peut-être la matrice d'Ulysse le roman. Donc il y a aussi dans cette façon d'aborder la nouvelle ou le texte quelque chose du défi. Il y a un lien incontestable entre les nouvelles et Ulysse. Dublinois, Jean de Dublin, ce sont des personnes, ce sont des êtres humains qui ont une voix qu'ils peuvent utiliser pour chanter, qu'ils peuvent utiliser pour parler, qu'ils peuvent utiliser pour dire la vérité ou la dissimuler, que ce soit à eux-mêmes ou aux autres. Jacobert. Il y a par exemple la présence de la voix des grands chanteurs dans la dernière nouvelle, la fameuse grande dernière nouvelle, avec toute cette discussion à la table de la fête sur les grands ténors, les grands chanteurs. Et c'était important à Dublin, c'était une ville où le chant tenait beaucoup de place, où, comme en Irlande d'ailleurs, beaucoup de gens chantaient. Donc, par-delà les réminiscences personnelles, le poids particulier que la question du chant et des chanteurs pouvait avoir pour Joyce, comme pour son père, n'est-ce pas? C'était deux très bons ténors et pour qui la musique vocale comptait énormément. Eh bien, dans Les Morts, on a cette présence du chant qu'on va retrouver dans Ulysse, avec évidemment quand même l'héroïne Molly Bloom, plus toutes les occasions de chant qui traversent tout le livre, en particulier le fameux épisode des sirènes. Et là, on a comme une ébauche, malgré tout, dans Dublinois. Stanislas Joyce, 16 juin 1915. Via Donato Bramante 4, Trieste. Cher Stani, nous sommes encore ici et en bonne santé. J'espère qu'il en va de même pour toi. Si nous partons, je t'écrirai. Ne t'en fais pas pour nous, nous avons été bien traités jusqu'à présent. J'ai écrit quelque chose. Le premier épisode de mon nouveau roman, Ulysse, est écrit. La première partie, la télémachie, se compose de 4 épisodes, le second de 15, c'est-à-dire les errances d'Ulysse, et la troisième, le retour d'Ulysse chez lui, de 3 autres épisodes. Meilleurs vœux, Jim. Which I'm sorry now to tell. Quels sont les repères biographiques, Daniel Ferrer? Vous voulez dire les repères biographiques qui permettent de s'orienter dans Ulysse? Alors évidemment, il y a toutes sortes d'événements proprement biographiques. Par exemple, la fameuse date, le jour d'Ulysse, le 16 juin, qui est jour commémoré depuis par tous les Joyciens du monde entier chaque année, avec des symposiums nombreux et toujours plus développés, qui correspond à la date où Joyce a rencontré Nora, la femme de sa vie. Il y a aussi, par exemple, l'anniversaire de Joyce. L'anniversaire de Joyce, quelque chose de très important, non seulement parce que c'est le jour où il est né, mais parce qu'il voulait absolument que Ulysse soit terminé pour son anniversaire. Alors, ça a eu une influence importante sur ce qu'est Ulysse, parce que après une très longue période où le livre a grandi dans une certaine sérénité,
Puis une période où se sont produits des événements tout à fait dramatiques, c'est-à-dire l'interdiction de la Little Review dans laquelle Ulysse paraissait en épisodes séparés pour cause d'obscénité, ce qui a fait que tout d'un coup Joyce s'est trouvé sans aucune perspective de publicité, puisqu'il se rendait compte que ce qui lui était déjà arrivé dans le cas de Jean de Dublin, d'Arblenez, allait de nouveau lui arriver dans le cas d'Ulysse, c'est-à-dire qu'il n'allait pas être capable de publié dans aucun pays anglo-saxon ce qu'il avait écrit, mais à partir du moment où il a effectivement trouvé un éditeur, en la personne de Sylvia Beach, simple libraire qui s'était constituée éditrice rien que pour le plaisir de publier ce qu'elle pressentait devoir être le chef-d'œuvre du siècle. Et il faut dire que Joyce avait spécifié que tous ces chapitres lui seraient livrés en plusieurs jeux de placards et d'épreuves de manière à pouvoir les corriger. Alors, ce qui fait qu'il remplissait les marges de toujours plus de corrections. Dans certains cas, dans le cas de Circé, de l'épisode Circé, il y a eu jusqu'à 12 jeux de placards et d'épreuves, avec chaque fois toujours des expansions toujours de plus en plus grandes, ce qui fait qu'on pouvait passer d'un quelque chose qui faisait une page à quelque chose qui devenait, dans la dernière version, un épisode de près de 30 pages. Et on se demande si Ulysse se serait jamais arrêté. S'il ne s'était pas fixé lui-même cette espèce de borne, cette espèce d'écho à sa propre naissance qui représentait en même temps la mort de la création, il a bien fallu que ça soit fini. Cette date capitale qui est donc le jour du 40e anniversaire de Joyce, le 2 février 1922, qui a donc coïncidé avec la publication d'Ulysse. À Carlo Linati, 21 septembre 1920. Paris. Cher monsieur Linati, le caractère d'Ulysse m'a toujours fasciné, même lorsque j'étais enfant. Imaginez-vous qu'il y a 15 ans, j'ai commencé de le dépeindre sous forme de nouvelles pour Dubliners. Voilà 7 ans que je travaille à ce livre que le diable l'emporte. C'est l'épopée de 2 races, israélites, irlandaises, en même temps que le cycle du corps humain et la petite histoire d'un jour, vie. Chaque aventure, tout en étant composée de plusieurs personnes, n'en forme, pour ainsi dire, qu'une seule, comme Thomas d'Aquin le raconte des Mélisses célestes. Pas un typographe anglais ne veut imprimer un mot. En Amérique, la revue a été supprimée 4 fois. J'apprends maintenant qu'il se prépare un grand mouvement lancé par les puritains, les impérialistes anglais, les républicains irlandais, les catholiques. Quelle alliance quant à sa publication? Nom de nom, je devrais recevoir le prix Nobel de la paix. Quelle serait au fond la trame même d'Ulysse? Est-ce que c'est par exemple la recherche du fils? Est-ce qu'il y a une tension qui viendrait d'une recherche ou du fils ou du père? Je ne suis pas sûr que le terme de recherche, là finalement, tout compte fait, convienne le mieux. Je crois que je préférerais le terme de rencontre. Moi, j'aimerais beaucoup le terme d'indifférence de la part, par exemple, de Léopold Bloom à l'égard du fils. Ce sont des étrangers l'un à l'autre, dans la mesure où tous les deux sont en exil dans Dublin. C'était assez génial, effectivement, de présenter le thème de l'exil, non pas un par un,
l'exil de l'un, l'exil de l'autre, mais l'exil, comme vous le dites, de l'un par rapport à l'autre et de l'autre par rapport à l'un. Ça permet de concevoir comme une sorte de logique de l'exil, comme une sorte d'épure de la distance inaliénable, de la distance qui ne peut être comblée. Pensons au rapport de Bloom avec le souvenir de son père. C'est un souvenir qui est ému, mais avec en même temps une certaine distance. Il y a ce deuil dont il fait les gestes chaque année en allant sur sa tombe. Voilà, et puis il y a le reste de son existence. On a l'impression que dans le cas de Stephen Dedalus, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que une certaine distance est trouvée. Et c'est précisément cette distance qui est occupée par le langage de tous les jours. Alors revient éventuellement dans ce langage de tous les jours des bribes de la mémoire individuelle. Bon. Bloom voit l'annonce d'un drame, d'une pièce de théâtre, etc. Et ça lui rappelle des propos de son père, ça lui rappelle et aussi l'image de son père, et puis peut-être l'évocation de la mort de son père. Bon, et puis la vie reprend son cours, la vie reprend ses droits. Michel Cusin, de quoi est faite au fond la réalité joycienne dans Ulysse, pour écrire Ulysse? La réalité joycienne, c'est effectivement ce sur quoi le romancier prend appui et qui va fonctionner comme leurre dans la fiction, dire comme la dimension imaginaire du fantasme, et il prend appui bien sûr sur une ville, qui est la ville de Dublin, sur une vie qui est en partie la sienne, mais en partie celle de tous les gens qu'il a connus à Dublin. Et il va évidemment être très tatillon et aussi réaliste qu'Arnold Bennett ou je ne sais quel Victorien ou Dickens, puisqu'il va demander un plan de Dublin qu'il va suivre à la lettre. Il n'y a pas la moindre erreur jamais sur les errances de Bloom dans Dublin. Il va demander constamment, il est constamment même en exil, en relation avec sa famille, en particulier avec ses tantes, pour demander des précisions sur des personnages qu'il va réintroduire et sur des éléments du décor. Mais ceci, pour lui, c'est une nécessité parce que effectivement, ce qui va pouvoir surgir dans le texte à travers cette espèce de leurre réaliste, c'est quelque chose d'autre, c'est-à-dire le réel de la condition humaine, c'est-à-dire quelque chose qui a trait avec la mort et avec la femme et avec la tromperie de l'autre, parce qu'il faut quand même rappeler que dans ce qui fait le fond de ce qu'ils font réaliste de toute cette affaire, c'est que Bloom va être cocu cette fameuse journée, et que le cocufiage ici n'est pas traité sur un mode de vaudeville, comme il l'est depuis des siècles dans la littérature, mais qu'il est traité sur le mode de la vérité, c'est-à-dire que l'autre peut tromper. C'est-à-dire que l'autre peut ne plus être là. Tout à fait. L'autre peut ne plus être là. Oui. Et pour écrire, il faut à la fois qu'il soit présent, absent. Enfin, alors, pourquoi y a-t-il au fond ce vide entre le père et le fils? Un peu comme si tous les deux vivaient une sorte de filiation qui est de l'ordre du leurre ou de la fiction.
Oui, je crois qu'on a beaucoup ergoté là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que Stephen, il y a la rencontre entre Stephen et Bloom au bordel dans Circé, est-ce que Stephen rencontre vraiment un père? Or ici, il y a deux destins croisés. Il y a un père qui cherche son fils mort, Bloom, qui ne se remet pas de la mort de son fils Rudy, et il y a un fils qui, lui, d'une certaine manière, cherche un père qui ne soit pas le père physiologique, qui ne soit pas non plus le père maître de l'Irlande avec le catholicisme et Daisy, mais qui soit un père véritablement symbolique. Donc la rencontre des deux, on voit bien que la rencontre des deux héros n'en est pas vraiment une, puisqu'elle n'aboutit à rien. Bloom attire Stephen chez lui, mais Stephen n'y restera pas, et Stephen repart. Donc, ce n'est pas un père qui a trouvé son fils, ni un fils qui a trouvé son père. C'est plutôt deux êtres humains qui ont trouvé que la place du père était vide et qu'elle permettait justement d'être des fils. Et ce vide est rempli par quoi, selon Joyce, idéalement? Idéalement, je ne sais pas par quoi il est rempli, mais c'est ce vide qui permet d'écrire. Et qui permet, alors, on peut aller plus loin, qui permet d'une certaine manière de vivre. Don't you ken it, or haven't I told you? Every tailing has a tailing, and that's the he and the she of it. A misty English morning. Une comptine commence par One misty English morning, when cloudy was the weather, par un matin anglais de brume alors que le ciel était nuageux. C.F. Stephen le héros, œuvre, tome 1, page 511, où l'épiphanie survient par un printemps embrumé d'Irlande, misty, un soir embrumé. Dans Stephen le héros, Stephen Dédalus définit ainsi l'épiphanie. Par épiphanie, il entendait une soudaine manifestation spirituelle, se traduisant par la vulgarité de la parole ou du geste, ou bien par quelque phase mémorable de l'esprit même. Il pensait qu'il incombait à l'homme de lettres d'enregistrer ses épiphanies avec un soin extrême, car elles représentaient les moments les plus délicats et les plus fugitifs. Un mot revient souvent dans l'œuvre de Joyce comme concept, c'est le mot épiphanie. Oui. Qu'est-ce que c'est? L'épiphanie, c'est un mot crucial dans la première esthétique de Joyce, et curieusement, c'est un mot qui disparaît dès le portrait de l'artiste. Jean-Michel Rabaté. Dans la première esthétique de Joyce, c'est ce moment où le réel apparaît dans sa beauté et dans sa lumière. L'épiphanie, c'est ce moment de révélation dans l'éclat de la beauté. Ce qui est intéressant dans l'épiphanie, c'est que quand Joyce définit ceci, ça peut être conçu comme, disons, la claritas, c'est-à-dire la clarté platonicienne, la clarté du beau, la splendeur du vrai, mais aussi comme ce que l'objet produit de lui-même vers le sujet. Donc ça peut à la fois partir du sujet, partir de l'objet. Et l'épiphanie, quand il arrive à exposer ce qu'est l'essence même de l'épiphanie dans le portrait de l'artiste, il n'emploie plus le terme. Et quand il le reprend dans Ulysse, dans le chapitre 3, on voit que Stephen se moque de lui-même en disant « Ah, autrefois, j'écrivais des épiphanies sur des feuilles ovales et je les envoyais à toutes les bibliothèques du monde. » Mais je pense que c'est un terme que Joyce a sinon abandonné, du moins nuancé et mis en perspective dans les œuvres qui ont suivi le portrait de l'artiste. Vous pourriez prendre un exemple dit épiphanique? L'exemple que donne Joyce, c'est la vision d'une tour à Dublin qui aurait un cadran qui donne l'heure. Dans certains textes de Dubliners, ce sont des petits dialogues insignifiants. Comme disait Joyce, c'est le trivial qui commence à devenir signifiant. C'est-à-dire que dans Ulysse, on pourrait dire c'est le moment où un bouton de porte se met à parler, où précisément la barbe, le blaireau, les objets tels que l'eau
Hein, que se passe-t-il quand on fait couler de l'eau? Une page pour décrire l'eau. C'est ça, la grande idée de Joyce, c'est que le langage peut essayer de dire le plus insignifiant et parler à l'infini sur le plus insignifiant. Et donc, à ce moment-là, l'épiphanie est partout. Vous connaissez pas l'anglais par cœur? Presque. Alors, mais vous ne voulez pas que je lise en anglais? les deux? Vous voulez que je lise en anglais? Non. C'est difficile à lire en anglais. C'est certains mots peut-être. Si, je peux le lire en anglais, mais... non, j'ai le texte ici, là, si vous voulez, en anglais. Voilà. Oui. Vous voulez qu'on fasse ça? Quel avantage y a-t-il à se raser de nuit? Un poil moins dur, un blaireau plus doux, si on a intentionnellement laissé macérer d'une barbe à l'autre dans sa mousse agglutinée. Une peau plus satinée en cas de rencontre féminine imprévue, dans des endroits écartés et à des heures indues. De tranquilles méditations sur les faits de la journée. Une sensation de plus de netteté en se réveillant après un sommeil plus agréable, au lieu que les bruits du matin, précurseurs et perturbateurs, cliquetis de poêlée, double coup du facteur à la porte, qu'un journal lu, relu pendant le savonnage, le resavonnage du même endroit, un choc, un coup, un coquin de tintouin qui ne rime à rien, pourrait faire que la main aille trop grand train, et en plein l'entaille sur quoi taffetas gommé avec précision, coupé, humecté, appliqué, collé, quaderat faciandum. Bon, en anglais c'est bien mieux parce que... Voilà. D'accord. Alors, what advantages attended shaving by night? A softer beard, a softer brush, if intentionally allowed to remain from shave to shave in its agglutinated leather. A softer skin, if unexpectedly encountering female acquaintances in remote places at incustomary hours. Quiet reflections upon the course of the day, a cleaner sensation when awaking after a fresh sleep, since matutinal noises, premonitions and perturbations, a clattered milk can, a postman's double knock, a paper read, re-read while lathering, re-lathering the same spot, a shock, a shoot, with thought of aught, he thought though fraught with naught, might cause a faster rate of shaving, and a nick on which incision, plastered with precision, cut and humected and applied, adhered, which was to be done. And when we left our cabins, boys, we left with right good will to see our Célèbre. Harriet Shaw Weaver, 24 juin 1921, 71 rue du Cardinal Lemoine, Paris 5e. Chère Mademoiselle Weaver, une femme d'ici a fait circuler le bruit que je suis extrêmement paresseux et ne ferai ni ne terminerai jamais rien. J'ai dû, d'après mes calculs, passer près de 20 000 heures à écrire Ulysse. Un groupe de gens de Zurich se sont persuadés que je devenais graduellement fou et ont vraiment essayé de me décider à entrer dans une clinique où un certain docteur Jung, le bonnet blanc suisse, à ne pas confondre avec le blanc bonnet viennois, le docteur Freud, s'amuse aux dépens, dans tous les sens du terme, de dames et messieurs qui souffrent d'araignées au plafond. On croit aussi que je suis un type dans le genre d'Ulysse, sournois, simulateur et dissimulé, un aride jésuite, égoïste et cynique. C'est sans doute un peu vrai, mais ce n'est nullement tout ce que je suis, pas plus qu'Ulysse, et j'ai pris l'habitude de me servir de cette prétendue manière d'être pour sauvegarder mes pauvres créations. Voici un exemple de mon inanité. Je n'ai pas lu d'œuvre littéraire depuis plusieurs années. Ma tête est pleine de cailloux, de gravats, d'allumettes brisées, de verres ramassés un peu partout. La tâche que je me suis fixée techniquement, d'écrire un livre de 18 points de vue différents, en autant de styles, tous apparemment inconnus ou inaperçus de mes confrères. Et la nature de la légende choisie suffirait à troubler l'équilibre mental de n'importe qui. Je veux terminer le livre et essayer d'arranger d'une façon ou d'une autre mes affaires matérielles embrouillées. Comment est-ce que vous raconteriez Ulysse en quelques minutes, en quelques mots? En quelques mots, on essaye de nous faire une traversée de ce qu'est une ville, à travers ce qu'est un moment de vie. Une journée, ce qui est déjà une forme d'unité, de fausse unité, hein, à travers ce que ça a de fallacieux, de simplificateur. On traverse une journée qui tient pour une vie, et on traverse une ville qui tient pour le monde, qui tient lieu
de monde. Et c'est en cela que Joyce rompt avec toute une tradition dans laquelle la vérité est à l'horizon. Soit qu'on oppose la vérité au mensonge, à la fausseté. Et il est très difficile, donc, dans Ulysse, de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. On est constamment piégé par cela. Et on pourrait détailler ça. Mais il n'y a donc pas ce processus d'éclaircissement, de révélation, et puis aussi c'est un refus, c'est en quoi il rompt avec une autre tradition de la synthèse, de la réconciliation. Pour simplifier la chose, il vient après Hegel, il vient plus du temps de Nietzsche que du temps de Hegel. Et à cet égard, c'est l'homme de la traversée, c'est le livre de la traversée, des traversées, et des traversées en actes, par-delà d'ailleurs tout ressentiment, d'une sorte de traversée nietzschéenne. Je trouve que le premier chapitre est déroutant. Un homme se rase. Eh bien oui, Buck Mulligan qui se rase pendant que Stephen lui donne son mouchoir un peu souillé de morve pour essuyer son rasoir. Et je trouve que si j'ai parlé de difficulté, c'est que le lecteur est un petit peu perdu, il ne voit pas toujours les enjeux de ce qui va suivre. Et il me semble que cette difficulté était aussi celle de Joyce, qui, et c'est un cas assez rare, je crois, dans l'histoire du roman, recommence son roman au bout de 3 épisodes. On recommence avec Bloom exactement au même moment. C'est quelque chose que les lecteurs ne voient pas à première lecture en général, parce qu'on a l'impression qu'on continue, alors qu'il faut voir le schéma et s'apercevoir que le chapitre 4 se passe à 8h du matin, comme le chapitre 1. La formule « que suis-je pour l'autre » comment est-elle vécue par à la fois le fils et le père, c'est-à-dire Stephen et Léopold Bloom? Oui, alors là, c'est une question extrêmement complexe parce que suis-je pour l'autre, ce n'est pas que suis-je pour le père, mais c'est que suis-je pour la mère. Et c'est la mère qui est l'autre à l'origine, l'autre originaire. Et la mère, vous savez, le problème qu'elle a posé pour Joyce dans le portrait de l'artiste, c'est-à-dire Joyce a refusé d'être pour la mère, pour l'autre, ce qu'elle voulait qu'il soit, c'est-à-dire un catholique bien sage qui serait devenu jésuite, etc. Et vous savez qu'il a refusé de s'agenouiller devant le lit de sa mère, son lit de mort, et que ça l'a tourmenté après, que c'est ce qui va revenir évidemment dans Circé, c'est-à-dire qu'il se sent poursuivi par l'autre. Donc la question de Bloom, c'est une question qui est un peu plus complexe, et la question, pour pouvoir répondre à la question « que suis-je pour l'autre », il faut qu'il y ait une triangulation, il faut qu'il y ait un espace pour le dire, et il faut qu'il y ait une place vide qui est celle du père, celle qui est occupée par Bloom, mais c'est une place vide. C'est pour ça que Bloom est errant. Et c'est par rapport à cette place-là que Stephen essaye constamment de se situer dans le texte. Mais Bloom lui-même se situe dans une autre perspective, c'est-à-dire non pas la perspective des fils, mais dans la perspective des pères. Et vous savez que son père s'est suicidé et que son fils est mort. C'est-à-dire que Bloom, dans le texte, présentifie d'une certaine manière la place vide du père. C'est-à-dire que le deuil, vous savez, Stephen est toujours en deuil de sa mère. Hein, il a un grand chapeau noir dans le texte, donc dès qu'on le voit, il est en deuil de sa mère. Bloom est à sa manière en deuil de son fils. Mais ce que le roman décrit, c'est que pour pouvoir vivre et écrire, il ne faut pas être en deuil de son fils, ni de son père, ni de sa mère, mais il faut faire le deuil de la place vide du père. And when we left our cabin's voice, we left with right good will. Silly billies. Mob of young cubs yelling their guts out.
Vinegar Hill, the butter exchange band. Few years' time, half of the magistrates and civil servants. Stephen imagine un fil téléphonique qui serait la succession ininterrompue de tous les cordons ombilicaux et qui, remontant jusqu'à Adam et Ève, Édenville, permettrait d'entrer en communication avec eux. Leur numéro de téléphone commence par la première lettre de l'alphabet hébreu et de l'alphabet grec. Quant au 0, il renvoie à l'oméga, dernière lettre de l'alphabet grec. Voir l'Apocalypse 1, 8, je suis l'alpha et l'oméga. Voir aussi 5, les lotophages, 6, Hadès, 14, les bouts du soleil. Stephen aboutit ainsi à l'image kabbalistique d'une Ève sans nombril, dont le ventre devient un bouclier de vélin tendu. Parchemin immaculé sur lequel vont ensuite s'inscrire, comme des écritures superposées, les séries de procréation successives. Stephen, qui se sent fait et non engendré, cherche à se détacher du lien biologique qui l'unit à son père et sa mère, en lesquels il ne voit que l'homme qui a ma voix et mes yeux, et la femme fantôme au souffle, odeur de cendre. Alors quel portrait feriez-vous de Stephen Dédalus? Stephen Dédalus n'est pas quelqu'un de très sympathique, si l'on veut. Et Joyce lui-même disait qu'il en avait un petit peu assez de ce personnage qui lui ressemble par certains côtés, mais en triste et érudit. Il apparaît comme un intellectuel coincé, un poète raté, un esthète ou un esthéticien peut-être qui n'a pas encore réussi à écrire son système, quelqu'un qui est finalement très mal dans sa peau. Et d'ailleurs, il n'a même pas de corps. Dans le schéma de Joyce, les 3 premiers chapitres n'ont pas d'organes. Stephen n'a pas de corps. Il faut attendre les Bloom pour que les personnages s'incarnent vraiment. Avant de se mettre à Ulysse, Joyce a voulu liquider un certain nombre de choses, manifestement. Il avait pensé à Ulysse pas mal d'années avant, mais il a fallu qu'il mette en place le portrait, qu'il le réécrive tel qu'il voulait le réécrire. Il a fallu même qu'il écrive les exilés, qu'il finisse d'écrire les exilés, les exils plutôt, puisque c'est le terme la traduction qu'il aurait souhaité, avant de véritablement se lancer dans Ulysse, c'est-à-dire dans ce qui est à proprement parler fiction. Et Stephen, c'est l'espèce de commémoration d'une image de lui-même à laquelle il donne congé pour accueillir la véritable fiction qu'il devait écrire. Et c'était ce qu'il visait depuis le début, n'est-ce pas? Ce qui est en jeu derrière ce sujet dont il essayait de donner une image avec le portrait, avec Stephen Dédalus. Et il fallait qu'il crée le couple Léopold Mollet-Bloom, c'est-à-dire justement la relation sexuelle en tant que précisément de l'ordre d'une sorte de tension impossible, une sorte d'impossible qui se déploie non seulement au niveau anecdotique, au niveau du récit, mais au niveau du langage lui-même. Que comment Schéma Linati. Titre Nestor. Heure 9h 10h. Couleur marron. Personnage Nestor, Télémaque, Pisistrate, Hélène. Technique dialogue à 2 personnes. Narration soliloque. Science, art, histoire. Sens, signification
La sagesse du monde ancien. Organe, symbole, Ulster, femme, sens commun. Michel Cusin, comment abordez-vous le deuxième chapitre, dit Nestor? Comment je l'ai abordé? Je crois que c'est un chapitre qui est bien à sa place, puisqu'il pose la question du maître et la question du père aussi, puisque c'est de là que ça part. Et c'est un chapitre qui est très court et qui a l'air de rien, mais c'est un chapitre qui pose toute la problématique, effectivement, de l'écriture par rapport au maître et par rapport au père. Et Joyce, par rapport en particulier à la figure du maître irlandais Daisy, se situe dès le départ comme quelqu'un qui doit le quitter pour aller non pas vers d'autres maîtres, mais pour que la place du maître reste vide et qu'il puisse écrire. Stéphane est répétiteur. Oui. Stéphane est répétiteur, effectivement, et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que dans l'ordre de la maîtrise, il n'y a que de la répétition, il n'y a pas de la création. Quelle est la position de Stéphane par rapport à l'histoire? Alors ça, c'est une très très grosse question, parce que la position de Joyce par rapport à l'histoire, et par rapport à l'histoire en général, et par rapport à l'histoire irlandaise en particulier. C'est-à-dire que par rapport à l'histoire en général, l'écrivain ne peut pas s'en débarrasser, comme je le disais tout à l'heure, il écrira forcément sur l'Irlande, et vous savez, ses développements sur le catholicisme irlandais, sur l'histoire de l'Irlande, mais en même temps, il doit s'en éloigner. C'est ce qu'il fera physiquement, ce que Joyce fera physiquement en venant à Paris, puis Trieste, puis etc., revenant à Paris, et Stephen le fait symboliquement dans son errance à travers Dublin, qui va commencer tout de suite après avoir quitté Daisy, puisque ensuite il se trouve au bord de la mer, et ensuite on va le rencontrer, Bloom va le croiser à différentes reprises dans Dublin. Mais Bloom n'est pas son maître, ne sera pas son maître, et ne sera pas non plus d'une certaine manière son père. Le chapitre 6, Hadès, c'est le chapitre du deuil, de la mort. Oui, et c'est un chapitre qui est aussi un chapitre charnière, parce que si on parle du réel dans le roman, on ne peut pas parler uniquement de la question de la parole et la question de la tromperie et la question de l'autre et de la femme. Dans le réel, il y a la question de la mort. Et la mort, ici, dans le roman, est présentée dans Hadès d'une certaine manière comme pour s'en débarrasser. C'est-à-dire qu'on enterre quelqu'un, on enterre un Dublinois, Dignam, et il y a des funérailles traditionnelles qui se déroulent, et Bloom parle ou pense pendant les funérailles jusqu'au cimetière. Et d'une certaine manière, à la fin de ce chapitre, qui est un chapitre assez réaliste finalement, traditionnel, sur ce qu'on peut imaginer de la mort, et surtout sur la façon dont les Irlandais la cultivent, puisque là c'est très clair, une thèse de Joyce très célèbre, mais très, très, très vérifiée, les Irlandais aiment la mort. Et ce chapitre-là vise d'une certaine manière à se débarrasser de l'imaginaire de la mort, non pas à le sublimer du tout, mais à s'en débarrasser et à tourner le dos pour faire entendre un autre message qui est difficile à entendre sur la mort et qui est sur le réel, à savoir que la mort est dans la vie. Media vita morte sumus, c'est quelque chose qui date du Moyen-Âge et qui est toujours chanté dans les complis catholiques. Au milieu de la mort, nous sommes en vie. La vie est dans la mort est dans la vie, et elle passe dans l'écriture d'une autre manière. C'est-à-dire que la mort a quelque chose de l'ordre du réel, de nouveau, et pas simplement l'imaginaire des grandes cérémonies religieuses, des grands cimetières. Bloom passe il y a tous les grands monuments, tous les grands pontes de l'Irlande, qu'ils soient archevêques ou qu'ils soient députés, etc., Parnell. Mais tout ça, pour Joyce, c'est quelque chose qui n'est pas la vraie mort. La vraie mort, elle est dans l'écriture, elle est dans le texte. C'est-à-dire que écrire, c'est d'une certaine manière essayer d'articuler la mort dans la vie. Et là encore, on revient à la question de la vérité. La vérité, ce n'est ni la mort ni la vie, mais la mort articulée dans la vie. Doing thought, or rather thought, et curlas animas, saula wir umbers all. Monsieur, didn't you hear it a deluge of times? Over and over, respond to spond. You did, I knew. It's that ear of wadding knife stuck in my eyes. It all but husheth and the sound. Oh, Ronoko,
what's your trouble? Is that the great Finn leader himself, in his joy kimono, on his statue riding the high horse there for Hengist? Father of authors, it is himself. Yon there, is it that? On Fallerine Common, you're thinking of Astley's amphitheatre, where the bobby restrained Jamaican sugar-stuck pouts to the ghost white horse of the peppers. Voilà la journée de Joyce à Trieste, n'est-ce pas? Que moi j'ai vu, c'est-à-dire... Maria Jolas, Paris, 1982. Il travaillait la nuit, certainement. Et s'endormait probablement très tard, et donc dormait tard le matin, de sorte qu'il n'était pas visible avant midi. Là, il sortait pour une petite promenade et pour éclairer ou éclaircir, si on veut, son esprit. Et puis, il rentrait vers 2 heures, 3 heures. Et si vraiment il y avait quelqu'un qui voulait voir, c'est-à-dire des amis pour discuter quelque chose, ou le thé, ou quelque chose comme ça, c'était à ce moment-là. C'était des tea hour, 4:30 to 5 to 6, or something like that. Et puis, il regardait bien sa montre pour voir s'il était déjà 7 heures. Alors là, il prenait son premier verre d'alcool. Verre de vin, plutôt. Et dans les dernières années de sa vie, à peu près les années où moi je l'ai surtout connu, il avait un ami qui habitait Paris, qui en somme était comme un frère, comme un fils, et comme un tuteur, tout ce qu'il y a de plus affectueux et absolument essentiel pour le faire fonctionner dans un sens. C'était le juriste d'origine russe de Saint-Pétersbourg, Paul Léon. Vous avez sûrement vu le nom, n'est-ce pas? Eh bien, il allait chez Paul Léon, on lisait le courrier, on répondait aux lettres, c'est-à-dire que Léon savait ce qu'il fallait dire et lui, il écrivait. Joyce écrivait très rarement lui-même aux lettres qu'il recevait parce qu'il voyait très mal. Et puis, on allait boire un bon petit vin blanc et on rencontrait quelqu'un à dîner. Parfois, c'était nous, parfois, c'était tous les trois. Et on rentrait vers 10h30, 11h, et puis la nuit du travail. Quel était alors le rôle de Nora? Charmante et passive. Elle servait un thé délicieux, des sandwichs qui fondaient dans la bouche. Elle tenait une maison impeccable et elle parlait très peu, très peu. Alors Daniel Ferrer, vous avez étudié les chapitres 11 et 15 d'Ulysse, le chapitre des sirènes et le chapitre de Circé. Alors comment s'inscrivent-ils dans l'édifice? Alors, dans les deux cas, il s'agit d'une pause de l'action. En ce qui concerne les sirènes, Bloom, qui n'a pas mangé grand-chose à l'heure du déjeuner, commence à avoir un peu faim, et surtout, il aperçoit fugitivement
Boylan, son rival, dont il sait qu'il a un rendez-vous dans l'après-midi avec sa femme Molly, il l'aperçoit rentrer dans un bar, le bar de l'hôtel Ormond. Alors, Bloom va le suivre, poussé par une sorte de curiosité malsaine, voir un peu cet homme qui est son rival, contre lequel il ne veut pas intervenir, mais dont la pensée le hante pendant toute la journée. Et puis il va en profiter en même temps pour faire un déjeuner un peu tardif. Alors, il se trouve que Boylan va simplement boire un verre dans le bar et s'en aller. Mais à l'intérieur du bar, les Dublinois se livrent à un de leurs passe-temps favoris, qui est la musique, plus exactement le chant, et plus exactement encore, disons, le bel canto, dans un sens non précis du terme. Les musiciens, les Dublinois étaient fous de musique chantée, fous de voix. Et le bar comportait une estrade avec un piano, et tour à tour, différents personnages dans le bar vont pénétrer, monter sur scène et pousser une chansonnette. Un ténor d'abord, une basse ensuite, et le chapitre va être bercé par les paroles et la musique de ces chansons qui vont interférer avec les pensées, notamment de Bloom. Alors ça, c'est un premier niveau, simplement la manière dont les pensées, par exemple les pensées de Bloom concernant ce qu'il est en train de manger, ou ce qui est sur le point de se passer entre Boylan et sa femme Molly, vont se mêler aux paroles des chansons. Mais en même temps, différents procédés musicaux vont faire intervenir d'autres voix, d'autres leitmotivs qui vont se mêler de manière extrêmement serrée, et on va constamment avoir affaire à des superpositions de voix, ce qui est ce qui représente le monologue de Bloom, ce qui représente les paroles des chansons, des chansonnettes, et puis d'autres voix qui viennent se mêler et qui interfèrent les unes avec les autres. Donc, d'une certaine manière, pause dans l'action, mais cette pause est une pause contemplative pendant laquelle Bloom va finalement prendre son parti de ce qui est en train d'arriver, puisque jusqu'au dernier moment, il aura encore la ressource de rentrer chez lui et d'empêcher ce qu'il considère comme l'inévitable, mais il va décider de ne pas le faire, et il va, à partir de là, repartir vers de nouvelles aventures. Oui, ses doigts bourrés de blond capillaire, blond de Virginie, de sirène, dans le fourreau de sa pipe, petite ripe, capillaire, rêveur, en silence. He fingered shreds of hair, her maiden hair, her mermaids into the bowl. Les mots anglais sont beaucoup plus ambigus et confèrent au geste une portée clairement érotique. Fingered, c'est-à-dire il tripotait du doigt, revient plus loin dans l'expression virgin should say or fingered only. L'a-t-elle encore avec du pelotage à la clé. Maidenhair désigne une fougère finement dentelée, mais signifie littéralement cheveux ou pilosité de jeune fille, et est très proche du mot maidenhead, virginité. Enfin, le possessif féminin, her, attribue explicitement cette toison métaphorique à Mademoiselle Douce, attribution renforcée par l'identité de terminaison mermaid, barmaid. Enfin, il faut signaler que maidenhair et mermaids étaient deux marques de tabac. Vous pensez qu'Ulysse fonctionne comme un système d'inceste généralisé ? Oui, on peut envisager la formule. Je n'avais pas pensé à cette formule-là, si vous voulez.
C'est simplement inceste généralisé au langage lui-même, puisque l'on voit les fonctions, les parties du discours se transformer les unes dans les autres, n'est-ce pas? Les adverbes se transformer en verbes, etc., etc. À ce titre-là, je serai pleinement d'accord. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à accepter pour le lecteur, d'après ce que je crois comprendre. First Dans le chapitre 13, apparaît la femme, dans le chapitre dit Nausicaa. Nausicaa. Je crois que c'est là, effectivement, où la décomposition dont vous parliez tout à l'heure est le plus poussée. C'est assez saisissant de voir qu'elle apparaît sous une forme de la femme, justement, telle que les Irlandais l'ont idéalisée à travers le monologue d'une femme, Gertie, qui est au bord de la plage et qui va séduire Bloom. Et cette femme irlandaise, telle qu'elle apparaît à travers les romans feuilletons et tout l'imaginaire social du temps, est liée directement dans le texte, qui a d'ailleurs, à mon avis, aurait dû causer beaucoup plus de scandales que les polissonneries du texte, parce que tout l'épisode est un montage, enfin la première partie de l'épisode est un montage entre la bénédiction du Saint-Sacrement dans l'église catholique romaine qui se trouve au pied, avec l'église de Sainte-Marie de la Mer, et vous avez, en même temps qu'on a le déroulement, on a un montage tout à fait cinématographique, en même temps qu'on a le déroulement de la bénédiction du salut du Saint-Sacrement traditionnel, on a l'exhibitionnisme de Gertie, et puis la relation trouble finale avec Bloom. Et donc ici, il y a quelque chose qui délibérément est mis en place sur l'imaginaire irlandais. C'est-à-dire ce que l'on montre et non pas ce que l'on est. Et quelque chose qui joue évidemment sur la question de la transsubstantiation, sur laquelle Joyce s'est beaucoup interrogé, et ce qui l'a beaucoup fasciné dans l'Église catholique romaine. Mais la deuxième partie de l'ouvrage montre une femme, justement, Gertie, la boiteuse, telle que Bloom l'a vue, telle qu'elle a été vue par un homme et non pas par les journaux du temps. Comment la voit-il ? Comment la voit-il? Il la voit comme celle qui a un défaut, c'est-à-dire la boiteuse. C'est comme ça qu'elle apparaît, puisque quand elle est assise sur son rocher, il voit que c'est froufrou joli, comme il dit, mais quand elle se lève et qu'elle s'en va, il s'aperçoit qu'elle est boiteuse. Il la voit comme la boiteuse, et ceci va évoquer pour lui toutes les femmes qu'il a connues dans leur singularité, c'est-à-dire pas la femme éthérée telle qu'on l'imagine, mais chacune avec sa singularité. La singularité de Gertie, c'est la boiteuse. Bloom est au bord de la plage, enfin sur la plage, et il fait naufrage en quelque sorte. Oui. Il a fait naufrage. Oui. C'est pour ça que l'épisode s'appelle Nausicaa. Il a fait naufrage d'une certaine manière après l'épisode du Cyclope, où il a été rejeté par ce qu'il appelle les avaleurs de sabre et les buveurs de chopine, c'est-à-dire les Irlandais traditionnels. Et là, il a fait naufrage comme Ulysse, et il reçoit le secours de Nausicaa. Mais l'épisode se termine non pas par la mort de Bloom, mais par l'endormissement de Bloom, ce qui est assez surprenant, puisque Bloom finit par s'endormir à la fin de l'épisode. Il se réveillera bien sûr pour aller ensuite à la maternité où accouche une de ces jolis cœurs d'autrefois, mais il s'endort. Il s'endort et il s'endort après avoir quand même écrit quelque chose qui renvoie à Stephen. Il écrit sur la plage « I am a », qui a beaucoup tourmenté les universitaires. « Je suis un » en lettres majuscules, et il n'y a pas de réponse. Il y a simplement « je suis un ». Et en revanche, le chapitre se termine par le canari chez les ecclésiastiques qui sont en train de prendre le thé, et le canari dit non pas la vérité de Bloom, non pas ce qu'il est pour l'autre dans le réel, mais ce qu'il est dans la réalité dublinoise, c'est-à-dire un cocu, et on entend coucou, coucou, le canari dit coucou, coucou. Yes.
First I gave him a bit of seed cake out of my mouth, and it was leap year like now, yes. 16 years ago, my God. After that long kiss, I near lost my breath. Yes, he said I was a flower of the mountain. Yes, so we are, flowers all. A woman's body. Yes, that was one true thing he said in his life. And the sun shines for you today, yes. That was why I liked him. À Frank Budgeon, Saint-Michel, 29 septembre 1920. Cher Budgeon, je regrette que vous ne trouviez pas vos idées sur Circe, dignes d'être envoyées. Quand je vous l'ai dit, un mot-clé suffit à m'inspirer. Molly est une noix à casser. Voici ma dernière. Molly est le don d'Hermès, dieu de mœurs publiques, et l'influence invisible, prière, chance, agilité, présence d'esprit, force de récupération, qui sauve en cas d'accident. Elle donnerait l'immunité contre la syphilis. Syphilos égale amour de cochon. Hermès est le dieu de poteau indicateur, c'est-à-dire qu'il est, surtout pour un voyageur comme Ulysse, le point où convergent les routes parallèles ou contraires. C'est un accident de la Providence. Quels sont les rapports de Molly Bloom et du fils spirituel, Stephen? Alors, Jean-Michel Rabaté. Stephen apparaît assez régulièrement dans les pensées de Molly, dans son monologue, à cause de ce que Bloom vient de lui dire. Léopold vient de dire à Molly qu'il est venu avec Stephen, qu'ils ont pris ensemble une collation, du chocolat, et qu'ensuite Stephen est parti. Et Molly s'imagine volontiers faisant l'amour avec Stephen, le séduisant, et peut-être apprenant l'italien ou chantant avec lui. Mais elle se trompe un petit peu sur Stephen, qu'elle imagine comme athlétique, aimant l'eau, aimant les bains, alors que Stephen, on sait, est hydrophobe et n'aime pas tellement se dévêtir. Mais il y a à ce niveau symbolique, on pourrait dire, de paternité et maternité, comme une rencontre imaginaire entre Molly Bloom et Stephen Dedalus, qui apparaît comme celui qui serait en quelque sorte son poète privé et qui pourrait en quelque sorte chanter les louanges de Molly. La femme ou la mère est associée à la capacité de dire la vérité. Et cependant, il y a une obscénité qui semble ou la cacher ou mieux la dire, la vérité. Oui, l'obscénité est peut-être la condition de cet excès par rapport à ce qui est dissible. Molly Bloom dit tout, mais en même temps, elle se trompe. Par exemple, elle oublie son âge, et chaque fois qu'elle repense à son amant de l'après-midi, elle ajoute un nombre. Au début, c'est 3 ou 4 fois qu'ils ont fait l'amour, ensuite ça devient 5 ou 6 fois. Donc il y a aussi une exagération dans ce sens-là de l'érotisme. Mais ce qu'on peut dire pour défendre Molly, qui est un personnage complexe, parce que Joyce, comme on l'a vu, s'est ingénié à multiplier les contradictions, on peut dire quand même que c'est la première fois qu'elle trompe Bloom, alors que depuis 10 ans, ils n'ont guère de rapport sexuel, ce qui, dans nos mœurs modernes, n'est pas si épouvantable après tout. Et le fait que ça soit la première fois, alors que le texte déguise ceci un petit peu, laisse supposer que peut-être Molly va reprendre comme une vie sexuelle avec Bloom, ou bien non. L'intérêt de ce roman, entre autres, c'est de nous donner une conclusion qui n'est pas une fin. C'est-à-dire que, comme Joyce le disait, le roman s'arrête au chapitre précédent. C'est-à-dire, Bloom va se coucher, Stephen repart dans la nuit et on ne sait pas où il va. Apparaît Molly. Et Molly, comme Joyce le disait, ce n'est plus la fin du roman. Le roman est déjà fini. Et donc, c'est une conclusion qui n'ajoute pas vraiment de trame narrative, mais qui fait en quelque sorte repartir le cercle, dans la mesure où c'est presque circulaire, où Molly, au bout d'un moment, mêle tous ses amants, Mulvey le premier, Bloom, Boylan, à la fin dans son monologue, ne font qu'une seule personne, et on ne peut pas dire avec certitude à la fin du livre si Molly va retrouver
Bloom, si elle va continuer son aventure avec Boylan, si elle va chercher un nouvel amant en la personne de Stephen. Bref, même le fameux petit déjeuner dans le lit que Molly pense avoir entendu dire à Bloom, hein, c'est comme ça que commence le monologue de Molly. Elle dit, oui, il n'a jamais fait une chose comme ça, demander un petit déjeuner au lit. Hein, c'est assez intéressant ce petit déjeuner dans le lit, puisque beaucoup de critiques y ont vu le retour des prérogatives masculines de Bloom. Si Bloom, en quelque sorte, a demandé un petit déjeuner au lit, alors qu'on l'a vu préparer le petit déjeuner au chapitre 4, c'est que Bloom reviendrait en force comme le maître et le seigneur chez lui. En fait, si l'on examine bien le texte, et c'est un des petits jeux joyciens, il y en a des milliers, mais jamais Bloom ne demande de petit déjeuner au lit. Un critique a pu démontrer que c'était sans doute la fin du chapitre précédent où on entendait les mots eggs, bed, etc., qui ont pu être entendus par Molly, qui aurait compris à tort que Bloom demandait un petit déjeuner au lit. Ceci pour dire que même des choses aussi simples que qui va faire le petit déjeuner le 17 juin 1904, on ne peut pas le dire avec précision. C'est pour vous que le soleil brille, comme il me disait le jour où nous étions couchés dans les rhododendrons, à la pointe de Hoth, avec son complet de tweed gris et son chapeau de paille, le jour que je l'ai amené à me parler mariage, oui. D'abord, je lui ai passé le morceau de gâteau au cumin que j'avais dans la bouche. Et c'était une année bissextile, comme cette fois-ci, oui, il y a 16 ans, ça, mon Dieu. Après ce long baiser, j'en avais presque perdu le souffle, oui. Et il a dit que j'étais une fleur de montagne, oui, c'est bien ça que nous sommes, des fleurs, tout le corps d'une femme, oui. Pour une seule fois, il a dit quelque chose de vrai, c'est pour vous que le soleil brille aujourd'hui, oui. C'est pour ça qu'il m'a plu, parce que je voyais qu'il comprenait ou qu'il sentait ce que c'est qu'une femme. Et je savais que je pourrais toujours en faire ce que je voudrais. Et je lui ai donné tout le plaisir que j'ai pu pour l'amener à me demander de dire oui. Et d'abord, je ne voulais pas répondre et je ne faisais que regarder la mer et le ciel. Et je pensais à tant de choses qu'il ne savait pas, à Mulvey, à Stanhope et Esther et à Père et au vieux capitaine Groves et aux marins qui jouaient à pion-vol, à saute-mouton et à pète-la-gueule, comme il l'appelait sur la jetée, et la sentinelle devant la maison du gouverneur avec la machine autour de son casque blanc, pauvre bougre à moitié grillé, les petites Espagnoles qui riaient avec leurs châles et leurs grands peignes, et Ronda, les vieilles fenêtres des posadas, de 2 yeux de feu derrière le treillage pour que son amoureux embrasse les barreaux et les cafés entr'ouverts la nuit, les castagnettes, et la nuit que nous avons manqué le bateau à Algésiras, le veilleur qui faisait sa ronde serein avec sa lanterne et oh, cet effrayant torrent tout au fond, oh, et la mer écarlate, quelquefois comme du feu, les glorieux couchers de soleil, les figuiers dans les jardins de l'Alameda, toutes les ruelles bizarres, les maisons roses et bleues, jaunes, et les roseraies, les jasmins, et les géraniums, les cactus et Gibraltar, quand j'étais jeune fille et une fleur de la montagne, oui, quand j'ai mis la rose dans mes cheveux, comme les filles andalouses, où en mettrais-je une rouge, oui, et comme il m'a embrassée sous le mur mauresque, je me suis dit, après tout, aussi bien lui qu'un autre, et alors je lui ai demandé avec les yeux de demander encore, oui, alors il m'a demandé si je voulais, oui, dire, oui, ma fleur de la montagne, et d'abord je lui ai mis mes bras autour de lui, oui, et je l'ai attiré sur moi pour qu'il sente mes seins tout parfumés, oui, et son cœur battait comme feu, et oui, j'ai dit, oui, je veux bien, oui. Trieste, Zurich, Paris, 1914-1921. Est-ce que le grand guide chez Joyce n'est pas l'aveuglement ? Alors, je ne sais pas si c'est le grand guide, mais il va quand même terminer sa vie aveugle, s'occupant de sa fille, et sa fille, elle, s'appelle Lucie, c'est-à-dire lux latin, la lumière. Mais on peut voir dès le départ de la problématique joycienne qu'il y a évidemment quelque chose à la fois de chrétien et d'oedipien là-dedans. C'est-à-dire que si on met l'accent à la fois sur la parole et sur la langue, comme il le fait pour se soutenir dans la vie, et en même temps sur le réel et sur la vérité, la question de l'image, la question des apparences,
l'importance devient tout à fait seconde. Et d'une certaine manière, toute l'écriture de Joyce, c'est pour ça qu'elle aboutira à Finnegan's Wake, à quelque chose qui est difficilement représentable, dans lequel la représentation ne tient guère, quelque chose qu'on pourrait rapprocher des lettrines que Lucie a ornées tout à la fin de sa vie, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre d'un signe linguistique, mais qui est à la limite du sens et du non-sens, en tout cas qui ne fait plus sens lui-même. Mais on peut évidemment le différencier à la fois d'Édipe et de saint Paul de Tarse, parce que saint Paul, sur le chemin de Damas, a découvert une vérité révélée. Édipe, lui, a découvert une vérité qu'il incarnait, lui, en tout cas à la fin de sa vie, au moment où il n'est plus rien, alors que Joyce découvre une vérité qui est toujours à écrire. Non pas une vérité qu'il incarne, mais une vérité qu'à sa manière il écrit. Or a fireboat coasting nigh the Kishna, or a glow I behold within a hedge, or my Gary come back from the Indies. Wait till the honeying of the loon, love. Die, Eve, little Eve, die. We see that wonder in your eye. We'll meet again, we'll part once more. The spot I'll seek if the hour you'll find. My chart shines high where the blue milk's upset. Forgive me quick, I'm going. Goodbye. And you pluck your watch, forget me not, your even load, so safe to journey's end. My sights are swimming thicker on me by the shadows to this place. I so home slowly now by own way, my valley way, tow we I too. Paris est devenu noir la nuit. À ce moment-là, ils avaient un appartement qu'ils avaient loué, meublé, à Passy. Ils ne pouvaient pas circuler dans les rues seuls, n'est-ce pas? Alors ils ont quitté Passy pour l'hôtel Lutetia. Et moi, j'étais déjà dans le Bourbonnais avec mes élèves. Et je suis venu à Paris pour voir où ils en étaient, les deux Joyce. Et j'étais très attristé de les voir enfermés dans l'hôtel Lutetia, ayant peur de sortir, n'est-ce pas? Enfin bref, ils sont restés octobre, novembre, décembre. Et puis, comme le petit était avec moi dans le Bourbonnais, je les ai invités à venir se joindre avec nous là-bas. Et ils sont venus à Noël, Joyce émettant de grands soupirs. Je crois que vraiment, il se disait que sa traversée de la vie touchait le point mort, si vous voulez, n'est-ce pas? En tout cas, je les ai mis dans un petit hôtel de village, avec une lampe comme ça au plafond, qui se suspendait au-dessus du lit. Et ils sont venus, premièrement, ils sont venus pour les vacances de Noël. Et Pâques, ils étaient encore là.
Où aller? Bon. Et puis, il ne savait absolument pas où était la maison de santé de sa fille, la maison de santé du docteur Delmas à Ivry, et qui avait été déménagée quelque part, n'est-ce pas? Il avait l'impression que c'était près de Royan. Il est même allé là-bas, il a cherché à trouver cette maison de santé. C'est tout à fait misérable de lire ce voyage-là, demandant à tout le monde, est-ce que vous savez où est la maison? Personne ne le connaissait, n'est-ce pas, ne connaissait cette maison de santé. Enfin bref, finalement, il a eu quand même des rapports avec la maison, il savait qu'elle était là. Alors, il est allé au début de juin, il est allé à Vichy. Parce que Joyce n'était pas un homme de la campagne. Joyce était un citadin. Et la vue bucolique de Saint-Gérand-le-Puy commençait, je crois, à lui taper sur les nerfs, comme on dit, n'est-ce pas? Alors il est allé à Vichy, et le 10 juin, c'était la défaite, et tous les hôtels ont été vidés, et on l'a refoulé vers Saint-Gérand-le-Puy. Et ma foi, nous avons organisé nos journées comme on peut. Comme il disait, j'avais ma radio, comme il disait parfois le soir, écoutons les clowns transatlantiques, c'est-à-dire les Américains. Il cherchait souvent à avoir Dublin, il écrivait des lettres à droite et à gauche, si possible, pour pouvoir aller en Suisse. Et finalement, après beaucoup de difficultés, toutes sortes de compromissions dans un sens ou dans l'autre, il a eu la permission, pas très généreusement donnée d'ailleurs, du gouvernement suisse de venir en Suisse. Et puis il était question de prendre sa fille avec lui, n'est-ce pas? Alors là, il fallait évidemment avoir la permission des Allemands. Au dernier moment, la permission des Allemands a été reprise. Et il a été obligé de partir pour Zurich sans sa fille. Et vous savez qu'il est arrivé là fin décembre et qu'il est mort d'un ulcère au duodénum le 13 janvier en 1941, n'est-ce pas? Alors c'était ça la fin de Joyce. La chute. Badabadal karak taganamerik don konkorong tenerurong nyong hyun trovaraun vrnshnokruchur de mentornuk. Ainsi devant Valhalla, inframur et détaillé hors au lit et encore dans la vie tout au long de la Christiomatie. La grande chute du mur d'angle entraîna Ivico, la pfsch de Finnegan, homme tantôt fontide de telle sorte qu'enquêteur de son cap doit proprement virer à l'ouest en bêche de ses pattes, lesquelles volte-pointe passer le tourniquet face au knock-out du parcours orange gisent à rouir depuis que Devlin aime les vies. Que signe iseux, jadis écousu, chaîne d'antan tourbe, fond de mes désormes jaillissants, où cendres gisent, tourbe s'il fallait mes séantes doigts, car le phare d'une nuance n'est pas encore prête d'avoir séculièrement feni le tirer le rideau. Alors vous avez une minute pour raconter Finnegan's Wake. Oui, Finnegan's Wake, on peut dire en une ou deux phrases que c'est le cauchemar de l'histoire et que c'est le livre des rêves. Comme disait Joyce, en comparant et opposant Ulysse et Finnegan's Wake, il disait c'est le jour et la nuit, utilisant l'expression française qui est bien utile, voulant dire que
Ulysse était le livre d'une journée, avec un petit peu de nuit. Finnegan's Wake, c'est vraiment un cauchemar ou un rêve entrelacé de l'histoire universelle et des langues universelles. Il y a quand même dans Finnegan's Wake quelques personnages. Oui, il y a quelques personnages, Shem, Sean, Eowika, Annalivia Perabel. Et ces personnages font une sorte de famille archétypique et changent évidemment constamment au cours des histoires différentes et de l'histoire universelle dont on a parlé. Et il y a entre autres une très belle scène au bord de la rivière. Voilà, je dirais d'ailleurs que c'est la scène que j'ai lue en premier quand j'étais tout jeune de Joyce, et c'est ça qui m'a fait devenir joycien. Je pense que la washerwomen, comme on dit en anglais, ce dialogue entre deux femmes sur les rives de la Liffey alors qu'elles lavent le linge sale est absolument fabuleux. Il existe d'ailleurs un enregistrement de Joyce qui lit cette scène, et il me semble, puisque j'ai un peu relié les deux textes, que c'est le lien entre Pénélope, le monologue d'une seule femme qui se contredit en quelque sorte, et ces deux femmes qui dialoguent et qui parlent finalement du linge sale de la famille Eowika. C'est presque bord à bord au début. Voilà, au début bord à bord, et puis petit à petit ça s'écarte, elles ne se comprennent plus, elles parlent, elles crient, chacune déforme, voilà, elles ne s'entendent plus. Elles déforment ce que l'autre dit, et ça se termine sur night, la nuit. Il n'y a plus que l'eau qui passe. Il n'y a plus que l'eau qui passe, et on entend effectivement le murmure de toutes les rivières. Joyce a dit qu'il avait voulu inscrire dans ce texte toutes les rivières du monde. Le fameux Yes serait cette rivière du monde qui coule. Oui, puisque déjà Molly Bloom dit « J'aime tout ce qui coule. I love everything that flows ». Donc la fluidité du monologue de Molly se retrouve dans la fluidité des deux lavandières, et on voit cette écriture au féminin, polylogue, polyvoque, que Joyce a découverte avec la fin d'Ulysse, mais évidemment utilisée, systématisée dans Finnegan's Wake. Ah ben, vous êtes pratiquement dessus, là. Tiens. Vous voulez que je sorte en anglais? Allez. Bon. The living sons and daughters of night now. Tell me, Elm. Night, night. Tell me tale of stem or stone beside the rivering waters of, hither and thithering waters of night. Jean-Michel Rabaté, Jacques Aubert, Michel Cusin, Daniel Ferrer. Témoignage de Maria Jolas, Paris, 1982. Voix de James Joyce. Texte extrait du volume 2 des œuvres complètes de Joyce. Bibliothèque de la Pléiade. Lu par Edith Scobb et Johnny Jacobson. Enregistrement et mixage, Patrick Marguerite, Sandrine Bréchot, Olivier Dupré. James Joyce, Dublin, 1882. Zurich, 1941. Une émission de Jean Dève et de Jean-Claude Loiseau.